Merci beaucoup. Je remercie la commission du Congrès infirmier de m'avoir invité pour vous parler de la physiopathologie de l'insuffisance rénale. Je dois avouer que je me suis un peu creusé le crâne pour essayer de vous faire une présentation qui ne soit pas ni trop complexe ni une punition. Donc il y a un certain nombre d'éléments que j'ai volontairement simplifiés. On pourra rentrer dans les détails ensuite si vous le souhaitez. Mais je vous dirai à quel moment notamment j'arrive à la limite du moment où je crois vraiment à ce que l'on a dit pendant des années. J'ai des déclarations de lien d'intérêt, mais pas avec cette présentation spécifiquement. L'insuffisance rénale, c'est une baisse brutale et soutenue du débit de filtration glomérulaire, vous venez de le voir. Ça veut dire qu'on s'intéresse à une partie du rein qui est très limitée et à une seule des fonctions du rein. On laisse de côté la fonction endocrine, on laisse globalement de côté la fonction tubulaire. Ça touche jusqu'à 2% des patients hospitalisés, un tiers des malades de réanimation, vous venez de le voir, et c'est associé avec une mortalité qui est tout à fait significative, puisque 25 à 60% des malades avec une insuffisance rénale aiguë, selon la gravité de l'insuffisance rénale ou sa définition, vont décéder au cours de leur séjour hospitalier. Dans les pays à haut revenu, dont nous faisons partie, l'hypoperfusion rénale reste la principale cause d'insuffisance rénale aiguë en association néphrotoxique. Et chez un patient de réanimation en France qui va développer une insuffisance rénale, il y a fort à parier que les deux premiers mécanismes face auxquels vous soyez confrontés soient soit l'hypoperfusion rénale, soit les néphrotoxiques. Le plus souvent, on est face soit à une baisse du débit cardiaque, une hypotension systémique, voire les deux, mais aussi aux mécanismes d'adaptation du rein qui vont découler de cette hypotension ou de cette hypoperfusion rénale. Et très schématiquement, l'hypovolémie, absolue ou relative, est le principal facteur aboutissant à l'hypoperfusion rénale. Ce qui explique pourquoi probablement le remplissage vasculaire ou l'optimisation hémodynamique restent parmi les moyens de prévention les plus importants. Donc ça, c'est un rein. Vous avez ici le parenchyme rénal, la vascularisation avec l'artère, la veine, et puis l'urtère qui va permettre d'amener les urines à la vessie et les voies excrétrices. Et très schématiquement, on a tendance à séparer les insuffisances rénales en fonction de leur mécanisme, et c'est là où on rentre dans quelque chose qui peut être discuté, puisque c'est schématique d'imaginer qu'il y a un seul mécanisme pour une insuffisance rénale, en fonction de l'atteinte qui va amener à l'insuffisance rénale. Si on a une baisse de la perfusion rénale isolée, le rein continue à fonctionner normalement, mais la perfusion rénale a diminué, l'excrétion n'est pas touchée, on a tendance à parler d'insuffisance rénale fonctionnelle ou pré-rénale. Si on a une atteinte du parenchyme, une des différentes structures du parenchyme, et vous verrez qu'il y en a 4 à connaître, on parle d'atteinte organique. Et puis si on est sur un obstacle sur l'excrétion des urines, on a tendance à parler d'insuffisance rénale fonctionnelle ou post-rénale. Donc c'est très schématique. C'est forcément quelque chose qui ne prend pas en compte les différentes interactions entre les différents mécanismes, et vous verrez que c'est quelque chose qui permet cependant de mieux appréhender ce qui se passe chez nos patients. Donc ça, c'est une vue de ce qui se passe au niveau du rein. On a dit que l'insuffisance rénale était principalement définie par rapport à la filtration glomérulaire, et quand on regarde les différentes structures qu'il y a dans le rein, il y en a 4 à garder en tête. Il y a les vaisseaux, vous avez ici l'artériole afférente, l'artériole efférente, qui vont permettre de filtrer au niveau du glomérule et de créer l'urine primitive dans la chambre urinaire qui est ici. Cette urine primitive va ensuite passer dans le tubule qui a un rôle extrêmement important pour affiner l'urine primitive. Et puis ensuite de ça, on a en plus des vaisseaux, du glomérule, du tubule, le tissu de soutien, puisque là, on l'a enlevé pour des raisons de lisibilité, mais vous imaginez bien qu'on a besoin d'un tissu qui permette de soutenir ces différentes structures. Quand je dis que le tubule a un rôle central, on a tendance à rappeler qu'au cours d'une journée, votre rein va filtrer environ 100 fois plus de sel que vous allez en retrouver à la fin dans les urines. Donc ça a un rôle extrêmement important pour ajuster l'excrétion aux besoins. Donc on se retrouve face à 3 grandes causes d'insuffisance rénale, fonctionnelle, organique et obstructive, et je vous ai dit qu'il y avait 4 structures, la structure tubulaire, le glomérule, l'interstitium et les vaisseaux, et au sein des atteintes organiques,
on a tendance à parler des nécroses tubulaires aiguës, les atteintes du tubule, les atteintes interstitielles, celles du tissu de soutien, les atteintes glomérulaires et les atteintes vasculaires. Alors l'insuffisance rénale fonctionnelle, c'est une atteinte qui, du fait de l'hypoperfusion rénale, va aboutir à une diminution du débit de filtration glomérulaire. Ce qui est en cause dans cette baisse du débit de filtration glomérulaire, c'est bien la baisse de la perfusion rénale. Et comme beaucoup de structures au niveau du rein, chacune des structures qui fonctionnent au niveau du rein fonctionne dans une situation qui est extrêmement précaire. Ce qui veut dire qu'on a des mécanismes adaptatifs, et ce qui veut dire aussi que ces mécanismes adaptatifs peuvent être dépassés, ce qui explique pourquoi on a un organe particulièrement sensible. Pour filtrer le sang qui arrive dans les capillaires glomérulaires, on a principalement la pression hydrostatique. La pression entre l'artériole afférente, celle qui arrive, l'artériole efférente, qui permet de pousser le plasma, le sérum, et d'aboutir à la sortie de ce dernier des capillaires glomérulaires vers la chambre urinaire. La pression habituelle dans le glomérule, elle est de 45 mm de mercure. Face à cette pression hydrostatique, on a deux pressions qui vont s'opposer à l'apparition de l'urine primitive. La première, c'est les protéines à l'intérieur des vaisseaux qui vont avoir tendance à retenir le plasma, et puis la pression dans la capsule de Bowman, à l'intérieur de la chambre urinaire. Et vous voyez que finalement, quand on fait la somme des pressions qui poussent et des pressions qui s'opposent à la filtration glomérulaire, il n'y a que 10 mm de mercure de différence. Lorsque vous comparez aux 65 mm de mercure de pression artérielle moyenne que l'on a habituellement comme objectif, vous imaginez bien que c'est quelque chose de très faible et qu'une variation minime de la pression hydrostatique va avoir des conséquences potentiellement importantes sur la filtration glomérulaire. Alors bien sûr, il y a des mécanismes de compensation. Ici, j'ai schématisé le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a l'artériole afférente qui arrive, qui va aller dans le glomérule, l'artériole efférente qui fait repartir le sang vers la médullaire rénale. Dans le glomérule, l'urine primitive est filtrée, elle va passer dans le tubule qui est schématisé ici, le tubule va réabsorber un certain nombre de substances ou en excréter un certain nombre, et puis on va aboutir à la vessie. Si vous avez une baisse du débit sanguin rénal ou une baisse de la perfusion glomérulaire, vous allez avoir, du fait du très faible gradient que l'on a comme possibilité, une baisse de la filtration. Cette baisse de la filtration va aboutir à des mécanismes compensatoires, notamment une réabsorption tubulaire d'eau et de sel, mais on est dans une insuffisance rénale de fait. Alors, c'est pas si simple que ça, parce qu'on peut jouer en aval du glomérule, après le glomérule, pour essayer de maintenir la pression de perfusion glomérulaire. Et notamment, il y a une vasoconstriction de l'artériole efférente, on va avoir moins de sang qui arrive, une artériole efférente qui va permettre à moins de sang de s'en aller, la pression va être maintenue et on va restaurer la filtration glomérulaire. Il n'en demeure pas moins qu'on va quand même avoir tendance à réabsorber de l'eau et du sel pour restaurer le débit sanguin rénal. Donc on a une baisse du débit sanguin rénal, une vasoconstriction de l'artériole efférente, le maintien de la filtration glomérulaire, mais déjà, on a réabsorbé de l'eau et du sel, on a déjà une oligurie, et on tombe sur un des écueils des définitions actuelles, ce n'est pas parce que l'on a une oligurie que l'on a une insuffisance rénale. Ça peut être un mécanisme adaptatif qu'il faut savoir tolérer, qui peut nous alerter sur une baisse du débit sanguin rénal et qui peut nous amener à essayer d'optimiser l'hémodynamique des patients. C'est pour cela qu'il ne faut probablement pas traiter l'oligurie comme une maladie, c'est juste un symptôme sur lequel il va falloir savoir poser un diagnostic pour essayer d'avoir un traitement adapté. Et bien sûr, ce mécanisme adaptatif a des limites, et si on a malgré tout un débit sanguin rénal qui reste bas, ou si on est au-delà des mécanismes compensatoires, eh bien malgré la vasoconstriction, on va partiellement protéger le glomérule, et on va quand même avoir une diminution du débit de filtration glomérulaire. On a dépassé les mécanismes compensatoires, on est dans une situation d'insuffisance rénale fonctionnelle. Les causes de l'insuffisance rénale fonctionnelle sont les causes classiques d'hypovolémie absolue ou relative. Absolue, c'est toutes les situations où le volume extracellulaire est diminué. Relative, c'est toutes les situations où on va avoir soit un volume extracellulaire normal, augmenté, voire parfois un peu diminué. On peut avoir les deux mécanismes associés, mais par exemple, comme dans le choc septique ou dans le sepsis, on va avoir une vasodilatation
vasodilatation et, de fait, une diminution du débit sanguin rénal. Il y a la cirrhose, l'insuffisance cardiaque ou le syndrome néphrotique, situation au cours desquelles on a en général une hypovolémie relative ou une hypoperfusion rénale avec, malgré un volume extracellulaire augmenté. Puis il y a des situations où il y a une vasoconstriction rénale paradoxale qui va participer. C'est notamment le cas des patients qui reçoivent des anti-inflammatoires non stéroïdiens qui peuvent participer à l'insuffisance rénale dite fonctionnelle. Alors, l'insuffisance rénale sur obstacle, je ne vais pas m'attarder très longtemps. C'est une cause classique. C'est facile à comprendre. Il y a un obstacle sur les voies urinaires, une insuffisance rénale qui en découle. Et le diagnostic va être posé par l'imagerie. Alors ça peut être la clinique. On imagine bien que sur le scanner qui est en haut à gauche, on aurait dû avoir le diagnostic par d'autres moyens. Diagnostiquer un globe vésical dans une situation sur un scanner, sauf situation exceptionnelle, ça peut poser des soucis. L'échographie reste l'examen de référence et la règle est de chercher systématiquement, quand on a un doute, un obstacle sur les voies urinaires. Bien évidemment, l'examen clinique, la diurèse sont des éléments à prendre en compte. L'insuffisance rénale organique, la cause organique classique est la nécrose tubulaire. Alors, ça pose problème ce nom, parce qu'on imagine bien qu'on a une nécrose tubulaire en rapport à une hypoperfusion, une hypoxie rénale. C'est pas si simple que ça. Le diagnostic, c'est une insuffisance rénale aiguë, brutale, nue dans un contexte favorisant. Nue signifiant qu'il n'y a pas, en dehors du mécanisme, de signes extra-rénaux ou d'atteinte ou d'anomalies du sédiment urinaire qui nous orientent vers une autre piste. Les causes usuelles sont au nombre de 5, c'est la CIVD, toutes les sécrétions urinaires de myoglobine ou d'hémoglobine, le sepsis, y compris quand il n'y a pas d'état de choc, ça peut être un mécanisme, les toxiques, notamment les produits de contraste iodé, les aminosides, l'amphotéricine B, qu'elles soient déoxycholates ou lipidiques, et puis l'hypoperfusion en elle-même peut aboutir, au bout d'un certain temps, à une nécrose tubulaire. Alors, on a ici 2 coupes de parenchyme rénal, une coupe où il n'y a pas de nécrose ou très peu de nécrose tubulaire. Vous voyez ici les tubules, ça se présente comme ça, il y en a plusieurs côte à côte, c'est pour ça que ça donne cet aspect-là. Vous avez ici les cellules tubulaires rénales qui ont un aspect normal. Il y a quelques dépôts au sein du tubule, mais très peu finalement de conglomérats de cellules tubulaires nécrotiques. Et puis vous avez ici ce qu'on peut voir dans un sepsis, où on a des cellules tubulaires qui sont aplaties, on a des conglomérats d'association entre des cellules tubulaires qui ont desquamé dans les tubules et de protéines de Tamorphal, qui est une protéine qu'on retrouve dans les tubules rénaux, et on peut imaginer que ce patient a une nécrose tubulaire. Le principal problème, c'est que ce type d'atteinte rénale, d'atteinte histologique, est très différent de ce que l'on voyait chez l'animal quand on parlait de la nécrose tubulaire. C'est beaucoup moins important. C'est en général certaines zones du rein qui sont touchées, pas d'autres. Et très probablement, le mécanisme principal de la nécrose tubulaire n'est pas la nécrose. Il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en jeu, et ce n'est pas la nécrose en elle-même qui explique la nécrose tubulaire. C'est probablement plus complexe que ça. Il y a plusieurs facteurs qui jouent. Il y a la vasoconstriction artériolaire paradoxale. On sait que les mécanismes de compensation qui sont censés nous protéger peuvent être dépassés et aboutir à une aggravation de l'hypoperfusion rénale. Une dysfonction tubulaire fonctionnelle, les cellules tubulaires, même lorsqu'elles ne sont pas nécrotiques, vont dysfonctionner. Certaines lésions structurelles, je vous en ai montré. Les débris tubulaires de cellules tubulaires nécrotiques qui sont passées, qui vont avoir tendance à obstruer un peu les tubules, on sait que ce n'est pas suffisant pour expliquer en soi l'insuffisance rénale par nécrose tubulaire. L'hypoxie médulaire, le rein est un organe qui manque énormément d'oxygène. La pression partielle en oxygène au sein de la médulaire rénale, c'est 10 mm de mercure, c'est très peu, c'est très proche des zones qui sont en hypoxie profonde et délétère. Et puis il y a un œdème interstitiel, et très probablement ça joue un rôle central qui a longtemps été sous-estimé. Un rein qui a souffert, qui a eu une agression rénale, va avoir, par des mécanismes inflammatoires, un œdème interstitiel. Et comme le rein est un organe encapsulé, c'est-à-dire entouré de la capsule rénale, il ne peut pas augmenter de volume. Si bien que s'il y a un œdème interstitiel malgré la capsule, la pression dans le rein va augmenter, et cette augmentation de pression va être délétère. Alors j'ai essayé de présenter assez peu de données solides, mais ça c'est un modèle expérimental qui nous montre bien à quel point rien que la pression
interstitiel peut jouer sur la fonction rénale. Ce sont des modèles animaux. On prend des animaux, on fait une ischémie-reperfusion rénale, c'est-à-dire un modèle d'agression rénale, et puis on regarde ce que deviennent les animaux. Ici, vous avez le pourcentage de fonction rénale en fonction du temps, avant l'ischémie-reperfusion, à J2, à J18. On fait l'ischémie-reperfusion, on crée une insuffisance rénale expérimentale. À J2, on commence à avoir une baisse de la fonction rénale, et à J18, elle est importante. Par contre, si on fait un trou dans la capsule, c'est-à-dire qu'on lève cette hyperpression, vous voyez qu'on prévient en grande partie la baisse de la fonction rénale. Rien que le fait de faire un trou dans la capsule dans ce modèle animal avait prévenu l'insuffisance rénale qui allait suivre. Donc ça souligne à quel point ce mécanisme d'hypertension, d'œdème interstitiel, d'hypertension interstitielle, peut jouer sur l'apparition d'une insuffisance rénale dite organique. Mais bien sûr, cette belle séparation entre l'insuffisance rénale fonctionnelle et organique est complètement fausse. On n'a pas des malades avec une nécrose tubulaire et des malades avec une insuffisance rénale fonctionnelle. On a des malades qui ont l'un et l'autre à proportion variable, ce qui explique probablement pourquoi on n'a pas des malades qui récupèrent systématiquement quand on va corriger l'hémodynamique. Ils récupèrent partiellement parfois ça met plus de temps, et puis parfois les 3 à 4 semaines réglementaires que l'on décrivait il y a quelques années pour la récupération d'une nécrose tubulaire sont atteints. Et ça explique pourquoi, dans les dernières définitions, on a quasiment oublié cette distinction pour parler de réponse au remplissage, ce qui permet d'être un peu plus simple et d'éviter ce piège de parler d'un seul des mécanismes. Alors les autres atteintes organiques, il y en a beaucoup. Mais probablement c'est ces atteintes-là que vous devez traquer au jour le jour. Parce qu'un certain nombre d'entre elles vont nécessiter des traitements spécifiques. Je ne vais pas faire le catalogue, je vais vous les citer, vous parler un petit peu des tableaux, vous expliquer pourquoi on doit être attentif, et puis je dirai un mot des moyens d'aller faire le diagnostic. Les néphropathies interstitielles aiguës, c'est les atteintes de l'interstitium. En général, c'est les atteintes immunoallergiques ou les pyélonéphrites. Les atteintes glomérulaires, c'est l'atteinte du glomérule en lui-même, pas parce qu'il y a une hypoperfusion, mais du fait d'une pathologie glomérulaire rénale. Et puis les néphropathies vasculaires, c'est soit les obstacles sur les vaisseaux, les obstructions vasculaires, c'est rare, on a 2 reins, pour la plupart d'entre nous en tout cas. Et puis les atteintes microvasculaires, qui sont celles que vous connaissez le plus, avec notamment la microangiopathie thrombotique. Sans entrer dans le détail, je vais vous donner un exemple. La néphropathie glomérulaire aiguë, ce qu'on appelle la glomérulonéphrite rapidement progressive ou extracapillaire. Vous avez ici ce que je vous ai montré tout à l'heure, le glomérule. Vous avez l'artériole afférente, l'artériole efférente. Vous avez ici le conglomérat de petits vaisseaux. Et puis, l'urine primitive va apparaître dans cette chambre, ici, pour aller dans le tubule. Eh bien, dans certaines pathologies, vous avez cette chambre urinaire qui va se combler de cellules. C'est ce qu'on appelle une prolifération extracapillaire, parce que c'est en dehors des capillaires glomérulaires. Et vous imaginez bien qu'une fois que la chambre urinaire est remplie de ces cellules, récupérer la fonction rénale va être extrêmement problématique. Il faut agir vite, il faut poser le diagnostic rapidement, sinon on va perdre la fonction rénale. L'autre exemple, l'autre archétype, c'est la microangiopathie thrombotique. C'est une pathologie qui va donner beaucoup de symptômes en dehors de l'insuffisance rénale, une thrombopénie périphérique, une anémie microangiopathique, une fièvre, une atteinte neurologique qui est inconstante. Et puis surtout, les médecins iront chercher les schizocytes, c'est-à-dire ces espèces d'hématies qui se sont cassées en se cognant contre les thrombus, les fibrochloriques qui se sont faits dans les capillaires et qui vont témoigner des obstructions microvasculaires et donc du mécanisme vasculaire de l'attente rénale. Il faut savoir les traquer. Un bon moyen de les traquer, c'est d'aller regarder ce qui se passe en dehors du rein, si le malade a une hypertension, si le patient a des schizocytes, s'il y a une hématurie, une leucocyturie, une protéinurie, qui sont des éléments d'alerte importants. Et quand on sélectionne les malades, dans cette étude, c'est 68 malades, mais sur 10 ans et 10 réanimations, c'est très peu de patients. Mais quand on sélectionne les malades, qu'on va traquer, on trouve des choses, et la biopsie peut être bien tolérée. Il faut savoir y penser pour aller traquer le diagnostic et mettre en place un traitement adapté. En conclusion, il y a 3 grands mécanismes distincts, même s'ils sont probablement interpénétrés à plusieurs endroits, l'hypoperfusion, l'atteinte organique et l'obstacle. Souvent, les mécanismes sont complexes en réanimation, il faut le garder en tête. Il y a 4 grandes urgences en dehors d'une éventuelle épuration extra-rénale, éliminer un obstacle, restaurer la volémie ou la perfusion rénale, s'assurer qu'on n'a oublié aucun diagnostic spécifique, et puis bien sûr arrêter les néphrotoxiques. Enfin,
Pensez au poids de vos malades. Un patient avec une insuffisance rénale prend du poids, on sait que c'est associé à leur pronostic, on sait que ça peut nécessiter un traitement spécifique. Pensez à la bandelette, c'est ça qui mettra la puce à l'oreille pour essayer d'aller chercher une cause rare ou atypique d'insuffisance rénale. Et puis la surveillance, les constantes physiologiques, la pancarte sont des éléments fondamentaux. Merci de votre attention.